midi ordinaire, une jeune femme rentre chez elle. Elle pousse la porte de son immeuble et derrière elle, des bruits de pas. Des pas qui accélèrent. Un souffle, une course, puis l'impact. L'homme la plaque au sol, lui serre la gorge. Il pose sa main sur sa bouche pour l'empêcher d'hurler. Elle se débat, supplie, panique, jusqu'à ce qu'il la menace de mort. Ce jour-là, dans le hall d'un immeuble, sa vie bascule. Elle est agressée, terrorisée, mais elle survit. Et très vite, une question obsédante la poursuit. Qui est cet homme? La connaissait-elle? L'attendait-elle? Pourquoi elle? Pourquoi là, en plein jour? Les enquêteurs le retrouveront. Un visage, un nom, un passé déjà marqué par la violence. Et puis viendra le procès, celui où tout se rejoue, où chaque détail compte, où la vérité se reconstruit pièce par pièce. Dans cet épisode, Claire nous raconte tout. L'attaque, la peur, l'enquête et ce moment où elle s'est retrouvée face à lui dans la salle d'audience. Les yeux dans les yeux avec celui qui a voulu la faire taire. Qui est-il vraiment et que s'est-il passé ce jour-là? Vous allez l'entendre. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et entrez dans une histoire vraie, terrible et bouleversante. Celle d'une femme qui a refusé de disparaître. Bienvenue dans Story Cube. Je rentre vers chez moi, je m'engouffre dans mon hall et je marche 2-3 pas. Là, je sens que je tombe au sol et que je me retrouve plaquée au sol, qu'il y a quelque chose qui est sur moi du coup. Au début, je me dis, on va juste me voler mon sac, une course et puis ciao. Là, la personne commence à me parler et me dit, chut, tais-toi, sinon je vais te tuer. Et il me dit, je vais te tuer, mais avant je vais te tuer. Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave que ce qui est prévu du coup. Je m'enferme chez moi. Je envoie un message à mon copain de l'époque du coup et je lui dis Aurélien, je viens de me faire violer. Donc le procès a eu lieu fin septembre. C'était très éprouvant parce que c'est la première fois que je revoyais mon agresseur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Story Cube, j'accueille Claire. C'est une jeune femme qui a vécu une histoire absolument terrifiante et aujourd'hui, on a la chance de la voir sur Story Cube pour qu'elle nous raconte qu'est-ce qu'il s'est réellement passé. Ce que je te propose, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est peut-être qu'on revienne un peu sur le contexte des événements que tu as vécu. J'ai grandi à Rennes jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Vie plutôt agréable avec mes parents dans une chaleureuse maison. Et j'ai fait toutes mes études du coup à Rennes. J'ai passé mon bac à Rennes également. Et puis après, je suis allée à Paris pour continuer du coup mes études supérieures. Comment ça se passait un peu tes amitiés, tes sorties? Déjà, je faisais beaucoup de sport. Okay. J'ai fait les championnats de France d'équitation en complet, donc c'est-à-dire saut d'obstacle, de dressage et du cross, donc les troncs d'arbres là dans la forêt, donc c'est assez costaud. J'ai fait beaucoup aussi de natation synchronisée, donc très fan de sport. Et puis à côté de ça, je sortais quand même pas mal avec mes amis. Forcément, je pense que quand on a 14 ans, on a envie de sortir. Si je veux parler d'insécurité, parce que c'est ce dont on va parler juste après, j'ai pas forcément ressenti ça non plus quand j'étais à Rennes. Quand j'étais à Paris, ça allait plutôt bien. Il y a toujours eu des personnes qui, à droite à gauche, faisaient des petites reproches, mais encore une fois, c'était plutôt ma vie était, on va dire, très bien, très équilibrée. T'avais déjà eu des antécédents comme ce que tu vas vivre? Non, pas du tout. J'ai toujours eu des amis qui étaient exceptionnels. Avec mon père, ça se passait très bien aussi, ouais. Donc pas de problème de ce côté-là. Et ni mes amis IE et I tout seul n'ont jamais eu d'agression aussi à proprement parler, en tout cas de ce que j'ai pu savoir pendant mes 26 ans. Quoi. Ça t'est arrivé à quel âge les événements? À 26 ans, c'était le 11 novembre 2023. Avant ça, t'emménages dans un nouvel endroit, t'habites seule, c'est quoi un peu le... Alors, du coup, après avoir terminé mon master à HEC, du coup, comme j'avais aussi ma marque de vêtements, mais je voulais quand même avoir un CDI, donc un travail plutôt stable, du coup, j'ai trouvé un travail dans un cabinet de conseil en finance en septembre, du coup, 2023. Et par la même occasion, j'emménage à l'époque avec ma meilleure copine. Du coup, on fait une coloc dans le 8e, juste près du parc Monceau. Très contente, on avait trouvé cet appartement magnifique, 80 mètres carrés, enfin vraiment... Il ressemble à quoi cet appart? Appartement typique parisien avec les moulures, les cheminées, etc. Donc on était vraiment au paradis toutes les deux. On venait d'emménager entre meilleurs potes. C'est un peu tout le rêve de tout jeune qui habite à Paris, même si j'avais déjà habité à Paris avant toute seule ou avec mes anciens petits copains. En fait, là, me retrouver avec ma meilleure pote, je trouve ça super cool. Ça ressemble à quoi un peu les environs de... Du coup, c'est, on va dire que le 8e arrondissement, il y a quand même pas mal de bureaux, mais sinon, c'est quand même un quartier qui est très familial. Le week-end, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de monde, parce que les gens partent beaucoup du coup en province aussi, ou juste à côté pour leur maison de secondaire ou de vacances. Il y a un parc, le parc Monceau, qui est un parc qui est très sympa, où on peut se promener, vraiment très agréable comme quartier. En soi, quartier, on peut dire 10 bourgeois, en fait, tout simplement.
simplement. Ouais. En plus, la rue où on habitait, c'était vraiment une toute petite rue. Elle n'était pas forcément très passante non plus, il n'y avait pas de commerce. Il y a des commerces à proximité, mais genre quoi, à 100 mètres. Hein, donc, T'as parlé d'insécurité tout à l'heure. Quand t'approches de tes 26 ans, tu commences à en ressentir un peu ou pas du tout J'ai toujours fait attention parce que j'entendais quand même des choses, que ce soit le soir, tout simplement pour sortir. Je pense en tant que femme, surtout quand on est à Paris, on entend tellement d'histoires d'agressions ou dans les médias, tout simplement des agressions d'une nana qui s'est faite dans la rue ou en boîte aussi, sortie de boîte, un peu bourrée en fait. Bien sûr, on fait moins attention aussi, ou les chauffeurs, les Uber ou taxi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me faisait assez peur, donc je faisais toujours en sorte de partager soit ma localisation avec mes copines, soit aussi de pas rentrer toute seule. T'étais en fait déjà très bien renseignée en fait sur ce genre d'événement. Exactement. Bon, j'avais pas encore la petite bombe au poivre que tout le monde peut avoir. J'étais pas non plus comme ça. J'avais pas pris non plus de cours de self-défense. Ouais. Mais je faisais quand même hyper attention. Moi, pour le coup, mon histoire, ça s'est passé en plein milieu d'après-midi, un samedi après-midi, en plein milieu d'après-midi. Donc c'est encore différent. Je pense qu'on fait très attention le soir, quand on rentre, quand on sort, même dans les transports en commun. Mais en plein milieu d'après-midi, on n'a pas à faire attention en fait. Comment elle se passe cette journée où tout bascule? Alors du coup, comme je te l'ai dit, c'était un samedi, c'était le 11 novembre 2023 et j'étais sortie la veille, du coup je m'étais levée un peu tard et puis en fait je devais voir et dîner avec mon copain de l'époque. C'était un peu le soir où on devait se déclarer notre flamme et du coup moi je voulais organiser vraiment un dîner assez mignon à la maison. Ma coloc n'était pas là à ce moment-là. Du coup je me suis dit nickel, on a un appartement de 80 mètres carrés pour tous les deux, on va pouvoir profiter, petit dîner aux chandelles, etc. Ça va être très sympa. Et du coup je me lève un peu tard, je pars faire mes courses. Il était environ 15h. Je pars faire mes courses à 10 minutes à pied au Monoprix de Villiers, donc c'est vraiment à 10 minutes à pied. Ok. C'est quoi, 600 mètres, 700 mètres Ouais, c'est ça, exactement. Et encore une fois, le quartier ne craint pas du tout, quoi. Ouais. Donc, après le 11 novembre, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes parce que forcément les gens partent en week-end, parce que c'est un jour férié aussi. Donc tout simplement, je sors de chez moi, je vais au Monoprix, mais je sens quand même, je sais pas, je me sens un peu bizarre. Alors est-ce que c'est parce que j'avais peut-être un peu picolé la veille aussi, ou j'étais un peu stressée, je sais pas en fait. Mais je me sentais un peu bizarre. Peut-être un gros date aussi le soir même, donc... Aussi peut-être, ouais. Pendant que je fais mes courses, du coup, j'achète une bouteille de vin, j'achète une viande de quoi faire un beau dîner, et je vais à la caisse automatique, et bizarrement, chose que je ne fais jamais, je prends mon ticket de caisse. J'expliquerai après pourquoi c'est très important. Je prends mon ticket de caisse, du coup, je prends ce sac de courses, et je rentre chez moi tranquillement, comme toute personne peut faire en fait. Tu croises des gens là-bas où t'achètes le truc Ouais, il y avait un petit peu de monde, mais pas forcément des gens que je connais et tout, mais je croise un peu de monde, et puis je rentre chez moi. Je marche du coup jusqu'à chez moi, et je pense 50 mètres avant ma porte d'entrée, je m'arrête et j'étais sur mon téléphone en train de texter à mon copain à quelle heure tu veux qu'on se rejoigne. J'avais pas d'écouteurs ni de casque, j'étais tout simplement dans ma petite bulle à réfléchir à ce que j'allais vraiment faire à dîner. Ouais. Et comment j'allais m'habiller, je sais pas, tu vois. Et du coup, je rentre vers chez moi. À Paris, il y a des grandes portes cochères parisiennes qui sont très lourdes et très lentes à fermer. Et du coup, je tape mon code de ma porte d'entrée. Je rentre dans mon hall et je m'engouffre dans mon hall. Et je marche 2-3 pas. Là, je sens que je tombe au sol et que je me retrouve plaquée au sol, qu'il y a quelque chose qui est sur moi, du coup. Un énorme poids qui est sur moi. Ça fait quand même un gros choc, parce que c'était quelqu'un de 80-85 kilos. Donc, j'en fais pas plus de 55. Donc, voilà. Je me retrouve plaquée au sol. Là, je me retrouve avec des mains autour de la bouche, du coup. Donc, dans le hall Dans le hall de mon immeuble. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe et je me dis, mince, qu'est-ce qu'on va me faire? Au début, je me dis, on va juste me voler mon sac, mes courses et puis ciao. T'as des affaires sur toi à ce moment-là En fait, on comprend pas forcément, on a l'impression d'atterrir dans un autre monde et on a l'impression que c'est pas vrai. Tout ça, c'est vraiment pas vrai. Du coup, moi, je commence à avoir ses mains, j'essaie de me débattre. Je me débat, et puis la personne commence à me parler. Je le vois toujours pas, parce qu'il était vraiment derrière moi. La personne commence à me parler et me dit « Chut, tais-toi, sinon je vais te tuer ». Et là, du coup, je me dis « Waouh, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, je m'arrête de crier et puis je lui dis « Tu veux quoi ?» Et il me dit « Je vais te tuer, mais avant je vais te violer ». Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave que ce qui est prévu, du coup. Parce que dans ma tête, je croyais que c'était juste tout simplement un vol et qu'il allait me prendre mon sac, et voilà. Du coup, là, dans ma tête, je me dis « Mais non, en fait, c'est pas possible. Il va pas me violer. En fait, ça peut pas m'arriver, pas à moi, en fait. » Et du coup, je commence à énormément me débattre. Je me débat, et puis en fait, je m'essouffle parce qu'il m'étrangle de plus en plus. Il avait aussi une arme sur lui.
Donc il avait je reviendrai après sur le traumatisme du cerveau, mais enfin, moi je l'ai pas vu l'arme, mais je sais qu'il avait une arme qu'il a mis sous ma gorge aussi. Aujourd'hui je m'en souviens toujours pas, mais en tout cas il a avoué qu'il l'avait. J'essaie de me débattre au maximum, je m'essouffle et je me dis ok, bah en fait pour gagner du temps, je vais être obligée de faire ce qu'il me dit de faire, donc j'accepte qu'il me... Ça s'est enchaîné par à la fois des faits. Il a essayé de me pénétrer aussi digitalement, il n'a pas réussi. Il m'a menacé beaucoup de fois aussi de me tuer. Et puis moi j'essaie de aussi trouver un peu toutes les stratégies pour pouvoir m'enfuir parce que c'est très compliqué. On est vraiment dans un hall d'entrée, donc en fait il y a personne. Et même si j'ai crié, en fait il n'y avait vraiment personne. Et il n'y a pas des caméras qui dans le hall ou... Non, et puis dans tous les cas, même les caméras, sur le moment, en fait... Ouais, je sais pas, moi j'imagine c'est comme dans les films, il y a un mec qui regarde constamment les caméras, mais ça se passe pas vraiment comme ça, en fait. Non, la vérité, c'est que ça se passe pas comme ça. Il n'y avait pas de caméra. Du coup, moi, j'étais tout simplement en train d'espérer qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et puis, même à un moment donné, je me suis retrouvée à quatre pattes et je voyais sous la porte des pas de gens qui passaient, sauf que je pouvais pas crier parce qu'en fait, il me menaçait et qu'à tout moment, il aurait pu me fracasser le crâne contre le sol. Et j'aurais pu être là. Donc ça a quand même duré 20 minutes. Un viol, normalement, en moyenne, c'est entre 2 et 5 minutes. 20 minutes, c'est très 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 long. Il y a quand même eu 10 minutes où je me suis quand même beaucoup débattue. À un moment donné, j'ai essayé de prendre un bout de verre aussi de la bouteille de vin que j'avais, qui s'est explosée contre le sol, pour essayer de lui trancher la gorge. Parce que moi-même, je m'étais dit c'est la seule façon que je puisse survivre, en fait. Sauf qu'il a pris mon bras et puis il m'a balancé le bout de verre beaucoup plus loin. J'ai essayé de prendre mon téléphone aussi pour appeler des gens, mais il m'a aussi lancé à 4-5 mètres, donc je pouvais littéralement rien faire. Et puis quand on a quelqu'un qui fait 1m90 et qui pèse plus de 80 kg, forcément que on n'est pas aussi fort qu'on puisse le vouloir. Donc, tu vois à quoi il ressemble à un moment donné ou... Du coup, je le vois au bout de 10 minutes quand je me retourne et que j'accepte de me faire violer. Et ouais, je vois que c'était il avait une capuche, il avait un gros sac à dos aussi. C'est un homme qui était assez fort et en fait, il sentait beaucoup l'alcool, la cigarette et il avait un peu le regard un peu possédé aussi, donc c'était assez bizarre. Mais il était vraiment déterminé. Il n'y avait rien qui pouvait l'en empêcher et ce qu'il voulait, c'était me violer. Je pense par la suite après me tuer. Comment ça avance? Du coup, au moment où je pense que, on va dire, il avait presque terminé de faire ce qu'il avait à faire, je pense qu'après il m'aurait laissé là par terre, dénudée, ensanglantée aussi, parce que du coup pendant la bataille, je me suis coupé la moitié d'un doigt, enfin les tendons et les nerfs, et du coup j'ai été plein de sang et puis lui le voyait très bien, de toute façon dans tous les cas, et ça le dérangeait pas du tout. Et au moment du coup où il avait presque terminé, moi je vois une voisine qui arrive et qui descend de l'immeuble, qui arrive du coup dans ce hall. Et tu la vois dans l'ascenseur arriver ou Exactement, ouais, je la vois sur des portes vitrées, ouais. je la vois arriver, et puis moi dans ma tête je m'étais déjà établi plein de stratégies pour récupérer mon téléphone, mon sac, parce que dans mon sac il y avait quoi? Il y avait mes clés. Ouais. Donc je cours vers cette voisine, du coup à moitié habillée, hein. Je cours vers cette voisine et puis lui s'enfuit. Lui s'enfuit et il part avec mon sac de course où il y avait ce fameux ticket de caisse, ce qui va permettre après de le retrouver aussi. Pourquoi il part avec ton sac de course, lui? Parce qu'en fait, il était SDF et je pense que tout simplement, et peut-être il avait faim aussi, donc forcément, il récupère ce qu'il peut récupérer. En fait. Okay. Sur le moment, c'était un instinct primaire. Je pense pas que le mec s'est réveillé à savoir si ça allait laisser des traces ou pas, en fait. Donc cette voisine me retrouve. Je commence à lui dire que madame, je me suis fait violer. Et en fait, elle comprend pas. Elle me laisse en plan. Elle voit le mec s'enfuir ou... Elle voit le mec s'enfuir, ouais. Enfin, sur le moment, en fait, c'est une dame qui avait déjà un certain âge, elle avait plus de 70 ans. Ouais. Donc, elle me laisse... Enfin, en gros, elle descendait pour prendre son taxi, parce qu'elle devait partir, en vacances. Et du coup, on parle vite fait, et elle me dit, je crois que c'était une scène d'amour. Je suis madame, je suis en sang. C'est pas une scène d'amour, en fait. Et du coup, cette voisine me dit de prendre de la vitamine B. Et elle me dit, enfermez-vous à double tour chez vous et puis appelez la police. Elle part. Et elle part. Elle part et je l'aide même à prendre ses affaires, le taxi. Et c'était totalement lunaire, en fait. Mais en fait, sur le moment, elle m'avait sauvé la vie. Donc je pouvais même pas lui en vouloir, en fait. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe juste après? Comment tu... Du coup, juste après, je m'enferme chez moi.
Je envoie un message à mon copain de l'époque du coup et je lui dis Aurélien, je viens de me faire violer. Un message un peu choquant, je pense, qu'on reçoit ça de sa copine, ne comprend pas forcément trop ce qui se passe. Donc, du coup, il m'appelle vite fait, il me dit reste chez toi, j'arrive. Bon, le temps qu'il arrive, c'était quand même 50 minutes. Donc, entre-temps, j'appelle la police et la police arrive. Au début, c'était juste 2 policiers de quartier, un homme et une femme. Et en fait, ils me disent madame, là, vous avez vécu vraiment, là, on va devoir appeler les médecins légistes, les pompiers aussi, parce que vous avez un doigt qui est quand même coupé. J'avais des hématomes partout aussi, parce qu'il y a eu une grosse bagarre quand même, des bleus vraiment... Eux, ils remarquent ça ou ils... Ouais. Ils voient que je suis totalement choquée. Pendant l'agression, j'ai aussi été très très dissociée de mon corps. Je pense que j'étais... c'est mon seul moyen de survie. En fait, c'est ça, ton réflexe. Survie, quoi, ouais, c'est ça, c'est un réflexe du cerveau où en fait, soit on est en état de sidération, soit on est en état de dissociation. Sidération, ça veut dire que vraiment, en fait, on bouge pas, on peut rien faire et du coup, on se laisse faire. Et dissociation, en fait, on sort de son corps complètement, en fait, et on essaye de réfléchir à toutes les stratégies possibles pour pouvoir s'échapper de cette situation. Mais encore une fois, c'était un peu compliqué de partir, on va dire. Du coup, j'appelle la police. Je pense qu'il y a du coup une vingtaine de policiers qui arrivent chez moi. Et ce qu'ils m'ont dit en premier, et ce qui est très important aussi, c'est quand on se fait agresser, il ne faut surtout pas se laver. Premier réflexe qu'on peut avoir envie de faire. Ils me disent, madame, ne vous lavez pas. N'allez même pas aux toilettes, en fait. Donc en fait, on ressent ce dégoût propre de son corps. Moi, j'avais même récupéré un poil, du coup, de cet homme, je l'ai mis dans un petit mouchoir pour volontairement dire, ou... Non, retrouver sur moi et du coup je m'étais dit ok, mais comme ça il faut que ça va permettre peut-être de l'identifier, etc. La police arrive, je dois raconter mon histoire une quinzaine de fois. Puis là j'entends les policiers discuter entre eux et se dire ok, mais en fait il y a eu une autre victime aussi. Mais c'était il y a 1 heure. Et là je comprends que l'agression aussi a été terrible parce que pour le coup elle s'était également même procédé dans un hall d'immeuble avec l'arme. Avec une arme aussi, du coup, c'était une petite lame qu'il avait faite, qu'il avait confectionnée en fait, qui ressemblait plus ou moins à un couteau en fait, un pic de métal. Et il y avait les vidéos, les caméras de surveillance que les policiers ont pu récupérer juste avant. Dans l'autre hall, en fait, il y avait une caméra Exactement, dans l'autre hall qui était à 1 kilomètre de mon hall d'entrée à moi. Et du coup, on se retrouve, j'entends ça, j'entends qu'en fait cet homme jeune fille 1 heure avant moi et que ça a été très très violent parce que du coup les policiers avaient vu la vidéo et puis après l'histoire continue, vraiment on me pose 15 000 questions avant d'aller au commissariat pour déposer plainte et on me pose 15 000 questions et là j'apprends qu'on le retrouve. On le retrouve 30 minutes après mon agression. En fait il était en train de se promener sur les Champs-Élysées comme tout le monde peut le faire en fait aussi. Normal, comme s'il n'avait rien fait. Okay. Avec les descriptions qu'on a pu donner, que ce soit la jeune victime juste avant ou moi, ils arrivent à l'identifier, que ce soit avec le sac à dos, le pantalon un peu trié, la capuche aussi, voilà. Ouais. Et justement, quand ils ont ouvert son sac, ils ont vu du coup mon sac de course aussi, avec le ticket de caisse, ce qui a permis de pouvoir le mettre en garde à vue. C'est loin de chez toi, là où ils le retrouvent ou... Non, je dirais 15 minutes à pied. Ok, ouais. Donc il est vraiment juste tracé là-bas. Il n'est pas parti, il n'a pas cherché à s'enfuir et à dissimuler tout ce qu'il avait. Hein. Donc les policiers l'arrêtent, les policiers de quartier. Lui va du coup en garde à vue. Nous, on est emmenés du coup au commissariat, c'est la première DPJ dans le 17e arrondissement. C'est le plus gros centre du commissariat de Paris, du coup, qui gère toutes les affaires un peu graves du coup de l'agression. Là, alors du coup, je ne savais pas qui était cette victime. Je rentre dans ce bâtiment et je vois une femme, mais un peu plus âgée. Du coup, je me dis c'est peut-être elle. On se regarde et en fait après je vois sa fille du coup qui sort et en fait c'était sa fille et elle venait d'avoir 18 ans. Une fille magnifique, très très belle, qui en fait elle allait faire un babysitting. Et du coup ses parents l'avaient déposée juste à l'angle de la rue. Au moment où elle est rentrée dans ce hall d'entrée pour faire son babysitting, c'est cet homme qui l'a suivie. Ça veut dire que ses parents étaient juste à côté en plus, mais elle n'a pas pu... Exactement. Elle n'a pas pu non plus, elle a essayé aussi de débloquer son téléphone, elle n'a pas réussi, voilà. Donc nos regards se croisent et
Moi, je pouvais pas déposer plainte maintenant parce qu'il commençait déjà à être un peu tard. Au final, je pense qu'avec tout ça, il devait être au moins déjà 19h. Mon agression s'est déroulée aux alentours de 16h30. Hein. Eux, ils avaient récupéré toutes les infos qu'ils avaient besoin de récupérer, je sais pas, voir les hématomes ou les trucs comme ça. T'as pu te nettoyer entre eux ou... Non, toujours pas. Du coup, en fait, il faut aller aux unités médico-judiciaires. Okay. Du coup, c'est à Hôtel-Dieu, c'est dans le centre de Paris. Et nous, on nous emmène en voiture. Donc, on se retrouve avec mon copain de l'époque, la maman et nous deux, les deux victimes, dans cette voiture pour aller jusqu'aux unités médico-judiciaires. Alors là, on tombe sur en plus un professionnel qui est totalement infâme. Déjà, c'est un homme, donc en fait, on est déjà totalement traumatisé. On se fait ausculter par un homme. Moi, il oublie de faire des checks aussi sur certains trucs. Donc, très mauvaise prise en charge. Et là, en plus, on nous dit, vu qu'il a peut-être des maladies, il faut que vous preniez des médicaments. Et en fait, en plus de ça, cet homme-là a droit de refuser, quand il y a quelqu'un qui se fait arrêter, l'agresseur a droit de refuser de faire des tests. Des tests pour le VIH, pour l'hépatite B, tout ça. Du coup, nous, en tant que victime, pour se prémunir de ça, en fait, on est obligé de prendre des médicaments qui sont très très lourds jusqu'à temps qu'il accepte de faire le test, s'il accepte de le faire. Du coup, nous, on se retrouve à la fin des tests, il est littéralement 23h, on est exténué, en fait, on vient de vivre la chose la plus horrible de la vie. Le sentiment vraiment de mort reste encore très très présent. Du coup, on doit rentrer chez nous, prendre ces médicaments qui sont juste abominables, enfin pouvoir se doucher. Après 6 heures d'agression quand même, 6 heures après l'agression, pardon. Et le lendemain matin, on doit retourner déposer plainte au commissariat. Et moi, entre-temps, j'avais toujours le doigt ouvert. Personne n'a bien voulu me recoudre parce qu'il fallait aller dans une clinique spécialisée de la main parce qu'il y avait des tendons et des nerfs qui étaient coupés. Okay. Et sinon, j'aurais pu perdre la mobilité de mon doigt ou de mon doigt en fait. Il fallait aussi faire des recherches s'il n'y avait pas des bouts de verre également dans la blessure. Donc je me retrouve à déposer plainte le lendemain matin à 10h. Bien sûr, je n'ai pas du tout dormi de la nuit. On est quand même très très choqués de ça. Je me retrouve à faire une déposition pendant 4 heures, à raconter tous les faits dans les moindres détails. J'ai quand même donné mon numéro à la jeune autre victime. Elle s'appelle Mathilde. Je tiens à préciser quand même, c'est très important. Et du coup, pour le moment, on s'écrit pas encore. Mais au final, je dépose plainte. Cette autre victime, je la revois pas. Et puis, je me fais opérer à l'autre bout de Paris vers 19h le dimanche soir. Grosse opération aussi. J'ai vraiment failli perdre mon doigt, donc assez violent. Mais bon, au vu de ce que j'ai pu vivre, c'était rien en fait. C'était rien du tout. Et puis en fait, après avoir déposé plainte et tout ça, on se sent complètement délaissé et en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On sait qu'il est encore en garde à vue. Du coup, il est resté 72 heures en garde à vue. Okay. Il n'a pas avoué les faits à ce moment-là. Pourtant, il y avait toutes les preuves qu'il faisait. On lui a montré les vidéos, on lui a montré le ticket de caisse. Il disait, je sais pas, c'est pas moi, vous vous trompez de personne. Bon, entre-temps, il est allé en détention provisoire parce qu'il y avait tellement de preuves. En plus de ça, c'est ça, là c'est flagrant quoi. Exactement. En plus, le profil de l'agresseur, c'était déjà un multirécidiviste. Il avait déjà eu 11 condamnations à son actif. Alors pas pour agression, mais pour des vols, des menaces au couteau, des outrages à agents, plein de choses diverses et variées, un peu sympa quoi. Donc en fait, il va quand même en détention provisoire. Nous, on se retrouve à devoir trouver un avocat, avoir un suivi psychologique. Et justement, on nous aide pas du tout là-dessus. En tant que victime, on est totalement délaissé. Et du coup, moi, je me retrouve chez moi avec mon copain. Il est resté quand même beaucoup avec moi, très présent. Et heureusement, j'ai eu énormément de chance. Et puis, en fait, on se retrouve à devoir faire un peu toutes les démarches tout seul. Et je pense que c'était 5-6 jours après, je me dis, mais en fait, ça va pas du tout. Limite, j'avais des idées noires. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je prenne ce premier rendez-vous sur Doctolib d'une psychologue. J'ai vu une psychiatre qui a voulu m'interner, presque, limite. Okay. J'étais on va peut-être pas quand même aller jusque-là, c'est pas trop mon délire. Et puis, du coup, au final, je vois une psychologue qui essaye de me suivre, sauf qu'après, elle me dit que c'est trop pour elle aussi, parce que c'est une trop grosse histoire, c'est un trop gros traumatisme. Ouais. Donc, au final, j'arrive à voir une psychologue qui me suit maintenant depuis 2 ans, presque toutes les semaines quand même. Et c'est quand même assez costaud. Puis il y a beaucoup de victimes aussi, j'en reviendrai après, qui prennent beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que je voulais pas du tout avoir. Et aussi, j'ai arrêté mon travail. Au moins pendant le premier mois, j'avais arrêté mon travail parce que juste c'est impossible en fait. On se retrouve avec des crises d'angoisse toutes les heures. Et après, au final, je retourne au travail. Je retourne au travail et j'essaye de reprendre le travail comme je peux.
Mais malheureusement, c'est assez dur, j'arrive pas, du coup je me mets en mi-temps thérapeutique. Pendant ce temps, la plainte, t'as des nouvelles, t'as des infos? Est-ce qu'on te dit on revient vers toi à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Non, on n'a pas d'infos. On attend. Du coup, il y a un juge d'instruction qui se charge de l'affaire. Et on attend que chaque personne soit auditionnée, que ce soit Mathilde, moi ou l'agresseur du coup. Ouais. Sauf qu'entre-temps, on n'a pas de nouvelles, on doit prendre un avocat et voilà. Moi, pourquoi mon histoire a été pas mal connue, c'est parce que en fait, le lendemain de mon agression, j'ai vu des articles sortir dans des magazines, dans des journaux, dans la catégorie faits divers, comme si c'était le chien de Madame Michou qui s'est fait écraser. C'était vraiment la même catégorie d'articles et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, c'est quand même une agression qui est horrible, en plein milieu d'après-midi. Dans le 8e arrondissement, en fait, il faut que j'en parle, il faut vraiment que j'en parle, c'est très important pour moi. Et du coup, j'ai commencé à faire la tournée des médias justement pour en parler, pour dénoncer aussi cette insécurité. Parce que si j'avais regardé derrière moi, tout simplement, avant de rentrer dans mon rôle, il ne me serait jamais arrivé ce qui me serait arrivé. Ouais. Et justement, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres femmes. Donc je me suis dit, ok, bon, il faut que j'en parle, et du coup, ça a pris un gros tournant aussi médiatique de ce point de vue-là. Et depuis, voilà, moi je suis engagée énormément pour les femmes aussi. En gros, voilà pourquoi ça a pris aussi une grosse proportion. Donc il y a des expertises du coup psychologiques, il y a aussi, j'ai dû voir la juge d'instruction aussi, raconter mon histoire. Comment ça se passe quand tu la vois? Elle est détachée de ça ou au contraire elle est impliquée? Comment... En fait, la juge d'instruction, celle qui est en charge du dossier, elle envoie tous les jours des agressions. Ouais. Donc forcément qu'elle essaie aussi de poser des questions, elle est un peu froide. Je pense qu'elle essaie d'avoir le vrai du faux, de voir si on n'a pas raconté de bêtises non plus. Du coup, elle était en charge de Mathilde, moi et mon agresseur aussi. Mon agresseur a avoué les faits au moment où elle a vu la juge d'instruction. Au moment aussi, il avait un avocat, donc je pense que peut-être il a été pas mal conseillé par son avocat. Ouais, comment il a pu trouver lui, il a quoi, un avocat commis d'office ou il a... Exactement, oui. Mais vu qu'il était SDF, forcément il n'avait pas l'argent pour avoir un avocat. Moi de mon côté, j'ai trouvé un avocat qui est super, qui avait déjà eu des histoires un peu similaires, qui avait déjà eu des dossiers d'histoires un peu similaires sur de l'inceste, des choses comme ça. Et je me suis dit que je voulais absolument un homme, parce que je pense que le fait d'avoir un homme aussi, ça a permis de... Alors c'est très dur, parce qu'il faut quand même raconter son histoire. Un avocat, il connaît toute notre intimité aussi, parce que forcément les questions qu'on nous pose, c'est est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre père? Même si là on parle d'un un inconnu, il pose quand même ces questions-là. Donc mon avocat est obligé d'être au courant aussi parce qu'on fait ensemble les dépositions, etc. Du coup, moi je voulais vraiment que ce soit un homme aussi pour montrer à mon agresseur, parce que mon agresseur n'aime pas trop l'autorité masculine. Je t'en parlerai après justement pendant le procès comment ça s'est passé. Mais pour moi c'était vraiment important d'avoir un homme, et puis en plus de ça, mon avocat, on s'est vraiment très très bien entendu depuis le début. Donc voilà. Et comment ça se passe avec lui? Comment ça avance? Il m'a aussi pas mal aidé sur des questions du coup j'ai eu pas mal de cyberharcèlement aussi parce que je parlais justement de mon histoire, de mon agresseur. Donc c'était assez dur à gérer tout ça. Il y a eu pas mal de critiques aussi de la part aussi d'autres femmes qui... Mais les critiques, qu'est-ce qu'on peut te critiquer dans l'histoire? T'as juste... Parce que je condamnais le fait aussi que... c'est un sujet qui est un peu différent, mais je condamnais aussi le fait que mon agresseur était sous OQTF, donc sur obligation de quitter le territoire français, et que du coup il n'aurait pas dû être sur ce territoire quand ça s'est passé. Encore une fois, c'est un fait, il n'aurait pas dû être là, et s'il n'avait pas été là, ça ne serait pas arrivé ni à Mathilde ni à moi-même. J'ai énormément été critiquée de ce point de vue-là aussi, ce que je trouve très dommage. Je pense qu'on est féministe, on accompagne toutes les femmes, et peu importe le type d'agresseur. Donc mon avocat m'a aussi pas mal aidé sur les questions de cyberharcèlement aussi que j'ai pu avoir. Il y a un procès qui se déroule avec le gars finalement? Est-ce que... Exactement. Le procès du coup a eu lieu 2 ans après notre agression avec Mathilde. Ça a été quand même à la fois court, en moyenne c'est entre 2 et 5 ans, qu'une victime peut attendre pour un procès. Des fois il y a des victimes qui peuvent même pas avoir de procès, leur histoire c'est souvent classé sans suite. Je crois qu'il y a plus de 91% des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite. Donc nous, encore une fois, c'est différent parce que c'est hors du cadre familial, c'est pas fait par un proche non plus. Donc, il y avait tous les faits qui montraient que, il avait déjà fait, il y avait toutes les preuves pour qu'il y ait procès en tout cas. Donc, le procès a eu lieu du coup fin septembre.
C'est du 24 au 26 septembre. C'était très éprouvant parce que c'est la première fois que je revoyais mon agresseur. Tu l'avais pas revu depuis pendant 2 ans Non, je l'avais pas revu. J'avais pas revu pendant 2 ans. Donc, Et ça fait quoi? Il ressemble à quoi quand tu le revois comme ça Bah, c'était bizarre. C'était forcément bizarre parce qu'en plus la salle du tribunal était assez petite. Du coup, je pense que j'étais à 3 mètres de mon agresseur. Puis lui, en fait, dans le tribunal, nous, on est face à la cour. Et puis lui, il est face à nous, du coup. Donc pendant ces 3 jours, en fait, il y a des jeux de regard qui se passent. Moi, il me fixait énormément parce que je pense, en plus, il regardait beaucoup la télé. Et puis moi, comme je passais pas mal sur les médias, je pense qu'il savait très bien plus ou moins qui j'étais aussi. Donc ça a été assez bizarre. Il s'est mal comporté, vraiment très mal comporté, parce qu'il n'est pas qualifié comme fou, il est juste dénué d'empathie, etc. Et un ego surdimensionné. Il se comportait comment un peu? C'était quoi? Bah, à un moment donné, quand mon avocat a plaidé en ma faveur, il a commencé à s'énerver et à enlever sa chemise et à se taper les muscles comme ça pour montrer qu'il était le plus fort. Mais enfin, c'est totalement lunaire. On parle quand même, on est dans une enceinte, dans un tribunal. En plus, c'est vraiment un profil qui est très violent parce qu'au moment où il s'est fait arrêter, il a été incarcéré. 1 mois après notre agression, il a essayé de revivre une gardienne de prison. Enfin, pour dire quand même que le mec est quand même très, très dangereux. En soi, rien n'était en sa faveur, même il parlait très très mal à son avocat. C'était assez costaud. Son avocat, pour lui, c'était peine perdue. Donc voilà. Donc ces 3 jours étaient vraiment très intenses. Ça se passe comment un peu? Il pose des questions? C'est quoi un peu le... En fait, le procès en France, c'est plus le procès de l'agresseur et c'est pas notre procès. Du coup, nous, on a le temps de parler, mais en fait, on parle qu'1 heure pendant 3 jours. Ouais, okay. Même pas. On est auditionné à la barre, on doit raconter notre histoire. Il nous pose des questions aussi de comment on se sent aussi maintenant. Puis après, sinon, c'est lui qui parle ou alors c'est son avocat qui parle. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont entendues, que ce soit ceux qui l'ont auditionné pendant la garde à vue, les experts en psychologie. C'est quoi un peu les questions qu'il pose? De savoir s'il a vraiment s'il a vraiment fait les faits, de savoir s'il regrette aussi. Il s'est jamais adressé à nous pour s'excuser. Ok. Sauf à la toute fin, au moment où ils allaient prononcer la peine, je pense pour sauver 1 ou 2 ans. Mais c'était encore une fois très, très, très lunaire. À chaque fois, il sortait des métaphores sur la vapeur, sur la poussière. Enfin, c'était des trucs trop bizarres. Comment ça? Je pense qu'il était vraiment dans un autre monde, en fait, très clairement. Et puis, il le disait aussi pendant le procès, il ne sait pas s'il ne recommencera pas. Lui-même disait ça? Ouais. Et c'est ça qui est très étrange et très bizarre, mais en fait, on voit que c'est vraiment un profil qui est quand même assez dangereux, mais qui n'est pas fou. Et qui, peu importe, dans tous les cas, s'il est en prison, s'il n'est pas en prison, il continuera à le faire. Il a rien dit pour se justifier ou pour dire, voilà... Il parlait presque pas, son avocat a vraiment essayé de le sortir de là, mais c'était compliqué. Il a même, à un moment donné, presque menacé son avocat, devant nous, devant toute la cour. Donc c'est assez... C'est pourquoi? L'avocat, il faisait quoi? Rien, il essaie de lui poser des questions pour rebondir devant la cour. En fait, du coup, l'avocat de la défense doit poser des questions aussi du coup, à l'accusé, sauf que l'accusé ne voulait jamais répondre aux questions non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, à la suite de ce procès qui a été quand même très très éprouvant, le maximum qu'il aurait pu encourir, du coup, c'était 20 ans pour gravé avec menace d'une arme. Gravé parce que nous étions 2 dans la même journée. Et menace d'une arme, parce que, en tout cas, Mathilde, sur les vidéos, on a vu qu'il y avait l'arme. Moi, je ne sais toujours pas. Je pense que c'était trop pour mon cerveau. Sûrement, parce qu'il l'a dit. Donc, je pense pas qu'il serait tiré une balle dans le pied. Ouais. Mais le maximum était de 20 ans. Et du coup, on lui a mis 18 ans. Parce que, comme ça me permettait aussi, pour lui, de ne pas faire appel non plus. 18 ans, je pense que c'est vraiment une très belle peine. Et donc, aujourd'hui, là, il est bien en prison Exactement. Là, aujourd'hui, il est en prison. Il commence sa peine à partir de maintenant. Donc il y aura 18 ans, pendant 18 ans il sera incarcéré du coup. Il avait quel âge lui, à peu près? Il avait 27 ans. 27 ans, ok. Et comment tu te sens du coup aujourd'hui vis-à-vis de ça? Je pense que je suis en train d'atterrir. J'ai pas encore atterri, je pense que la descente à la fois va être compliquée d'un point de vue psychologique parce qu'on a dû se remettre quand même dans tout ça ça fait 2 ans qu'on a essayé d'avancer, de passer à autre chose. Et puis d'un coup on doit se remettre dedans, raconter son histoire, revoir l'homme qui a failli nous ôter la vie. Donc assez dur. Après encore une fois je pense que le fait de plus avoir le statut, parce que pour moi vraiment c'est le fait de plus avoir le statut de victime. Et c'est
c'est à la fois un gros changement et je pense que ça va me permettre de faire rayonner encore une fois mon combat encore plus largement. Et aussi le fait que son histoire soit vraiment reconnue par la justice. C'est quelque chose qui, à mon sens, est très important pour les victimes. Est-ce que finalement, pour les personnes qui nous regardent, ou peut-être qui se reconnaîtraient, qui auraient vécu un événement un peu similaire, est-ce que tu aurais peut-être un truc à leur dire, ou un conseil ou Je pense déjà, Alors, il y a plusieurs choses. Une chose très importante, c'est que si vous êtes victime, que vous êtes victime à un instant T, c'est ok, mais que vous n'êtes pas victime toute votre vie et que c'est possible de se reconstruire et d'aller mieux. Autre message aussi que je voudrais faire passer, c'est vraiment regarder derrière vous, faites très attention à vous quand vous rentrez chez vous. À mon sens, c'est tout bête, mais il y a des choses qu'il faut vérifier. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de faire attention. C'est trop compliqué de pouvoir vivre comme il y a 10 ans, 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, l'insécurité est plus grandissante et malheureusement il faut vraiment faire gaffe et puis voilà, après tout simplement essayer de profiter au maximum de la vie. T'as monté un podcast aussi, non, ou tu... Exactement. Du coup, j'ai monté un podcast 1 an après mon agression. Du coup, j'ai continué à travailler dans mon cabinet de conseil en finance, mais j'ai pas forcément réussi. J'ai fait un burn-out parce que forcément, dans un cabinet de conseil en finance, on me demande d'être excellent. Sauf que quand on est en mi-temps thérapeutique, on peut pas être excellent et que même en essayant de me concentrer un maximum, j'y arrivais pas. Et forcément qu'après on culpabilise aussi parce qu'on se dit nos parents ils ont quand même payé, j'ai fait presque 7 ans d'études, mes parents ils ont payé 7 ans d'études, le minimum était de pouvoir au moins avoir une belle carrière du moins. Sauf que j'ai pas réussi, du coup je me suis dit et dans tous les cas, à la suite de cette médiatisation aussi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'autres victimes qui avaient vécu plus ou moins des choses similaires à moi. Et malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas du tout accompagnées après avoir déposé plainte, tout simplement. Donc je me suis dit, en fait, il faut créer une association qui peut aider les victimes du dépôt de plainte jusqu'au procès sur l'accompagnement juridique et psychologique. Et du coup, ça fait bientôt faire 1 an maintenant que j'ai lancé mon association. Et il y a aussi ce podcast qui est une des branches de l'association où, en fait, à la fois, je donne la parole à d'autres victimes qui n'ont pas pu parler, mais aussi à des femmes qui sont engagées pour la cause féministe qui m'importe. Mon avocat m'a énormément suivi aussi dans les démarches, dans la création de l'association. Il nous supporte aussi beaucoup. Il est aussi avocat bénévole dans l'association. Aujourd'hui, on a plus de 70 bénévoles au sein de l'association, donc c'est énorme. En 1 an, on a aidé plus d'une centaine de victimes aussi. On a 4 antennes, une à Rouen, une antenne à Nice, à Nantes et à Reims aussi. Et bientôt Lille et Caen également. Donc on est en train d'énormément bien se développer aussi. On essaie d'aider au maximum le plus de victimes. Je vous rappelle évidemment que si vous aussi voulez participer à StoryCube, que vous avez vécu quelque chose de terrifiant, d'angoissant ou d'inspirant, peu importe, n'hésitez pas, il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire et on se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Noah.